Bonjour, Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs. Quels sont les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique? Parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous depuis toujours, mais contre nous, ils ne disent pas la vérité. Et aujourd'hui, toute fille et fils et tout fils digne d'Afrique est censé devoir redire les choses, réécrire l'histoire, revenir pour dire la vérité. Sur ce plateau, dans le cadre des valeurs de chez nous, nous recevons une digne fille du pays. Voilà, comprenez notre émotion. Elle s'appelle Prudence Tati. Avec ce livre, Mes sentiments, lorsque le pardon devient vital, publié aux 3 colonnes. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites-nous par vous-même qui vous êtes exactement. Je suis Prudence Tati, écrivaine. Je ne sais pas si je dois le préciser, fille de monsieur Pascal Tati Mabiala. Ah, ça me fait du bien de savoir. Chef de file de l'opposition. Mais aujourd'hui, je me présente à vous en ma qualité d'écrivaine et pas seulement fille d'homme politique. Voilà. Très bien. Alors, comment il se porte? Très bien. Très bien. Et ça nous fait du bien. Nous sommes très honorés, mesdames et messieurs, de recevoir dans le cadre des valeurs de chez nous, la fille du chef de file de l'opposition congolaise. Nous l'aimons beaucoup pour ses positions politiques, mais on n'est pas là pour parler politique, n'est-ce pas? Tout à fait. On est là pour vous. Alors, première question. Quand nous avions eu ce livre, quand vous nous aviez donné pour présentation, il nous a surpris à plus d'un titre. D'où cette première question. Est-ce que c'est vous-même qui avez écrit le livre? Oui, c'est moi-même qui ai écrit le livre. Et comment vous le prouvez? C'est que j'ai publié une première version au mois de février de cette année en auto-édition. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 ans que j'étais dedans et je reviens sur l'histoire du pays, bien évidemment. Voilà, c'est ça qui nous intrigue. Je sais que cela implique ma famille également, pour ne pas exposer mon père. J'en ai bien conscience, il est politicien. Donc, j'ai eu besoin de publier cette première version, histoire d'avoir un retour de la famille, notamment papa. Peut-être pas pour demander la permission si je pouvais, parce que là, c'était déjà publié. Donc, un certain nombre de personnes avaient déjà lu cette version, qui était définitive, bien évidemment. Mais oui, effectivement, j'avais besoin de savoir si, effectivement, le cheminement que j'empruntais était légitime. Et si c'était bien écrit, tout simplement. C'est très bien écrit, madame. Merci. Autorité, légitimité et compétence, disait le professeur Théophile Obenga. Ces 3 choses, ces 3 critères se rassemblent dans ce livre. Digne fille de son père, digne fille du terroir, une vraie Congolaise. Elle a toute la légitimité de parler. Et elle le fait avec autorité, une vraie écrivaine. La 4e de couvre nous dit, Prudence est née à Brazzaville, puis a vécu en Afrique et en Europe. Ah, on comprend, elle a de l'expérience. Après avoir étudié dans des domaines diamétralement opposés, donc scientifiques et juridiques, elle décide d'intégrer l'écriture à son art de vivre. Mes sentiments est un premier ouvrage dans lequel elle se livre enfin à cœur ouvert. En tout cas, elle se livre à cœur ouvert. Une autobiographie qui mélange parfois les genres, mais qui définit parfaitement l'artiste qu'elle est. Très bien, donc le décor est planté, tout le monde comprend. Alors, le livre, quand vous nous l'avez donné, on revient sur ça, nous a surpris parce que c'est du noir-blanc. Prudence Tati, Mes sentiments, lorsque le pardon devient vital. Pourquoi ces couleurs, comme qui dirait de deuil? Le noir-blanc, tout simplement parce qu'on part de l'obscurité vers la lumière. Ah, on est dans le clair-obscur, ou bien on part de l'obscurité à la lumière. D'ailleurs, vous voyez le contraste. Oui. Il y a du noir et à l'arrière-plan des mains, on a un peu de lumière. Un peu de lumière, voilà. On a une page noire et de l'autre côté, oui, aussi des écrits blancs. Et au niveau de la 4e de couverture, elle est blanche. Elle est blanche. Donc, c'est le même message. Donc, c'est une sorte de résurrection, si vous voulez. Très bien, une sorte de résurrection. En lisant ce livre-là, on a l'impression que vous êtes aussi spirituel, quelque part. Vous croyez en Dieu? Oh oui. Énormément? Énormément. Certaines personnes disent qu'ils ont rencontré Dieu à un certain moment. J'ai fait l'expérience de ma foi à tel moment. Et moi, je pense que dès le ventre de ma mère, j'ai connu Dieu. Ah.
Ouais. Tout autant que Dieu vous connaissait aussi d'un de sein maternel. C'est dit dans les psaumes quelque part, nous ne sommes pas pasteurs, les pasteurs vont retrouver ça. Alors cela dit, Prudence, la 4e de couvre nous dit encore, c'est vous qui parlez, le 31 août 2020, lorsque je prends part aux obsèques du président Pascal Lissouba à Perpignan, je me rends compte qu'il est temps de renouer avec cette terre natale que j'affectionne tant. Cela devient une priorité. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté le Congo-Brazzaville, frappé par une guerre civile sanglante. Parti en exil avec mes parents dans différents endroits, j'y ai certainement laissé une partie de moi. À travers les sentiments et émotions qui ont marqué le cours de ma vie, je retrace différents événements, tantôt avec humour, tantôt avec dérision. Un voyage dans le temps, mesdames et messieurs, qui ne laisse pas indifférents. Ça ne nous a pas laissé indifférents. Ça ne vous laissera pas indifférents. Faites donc ce voyage en ma compagnie, en découvrant ce monde qui est le mien. On est d'accord, mais une autre question, qui est derrière vous exactement? Est-ce que c'est Pascal Tchatima Biala? Non. Est-ce qu'il n'a pas fait le nègre de la maison? Il a écrit et vous avez mis votre nom dessus? Pas du tout, parce qu'il y a énormément du personnel avant l'histoire du pays. Je parle de moi personnellement, de la femme que je suis, que j'ai construit en tout cas, de l'enfant blessé, ça mon père ne pouvait pas le savoir. Non, il ne savait pas. Énormément de détails. Et vous avez ouvert les yeux sur le fait que les les enfants ont certaines blessures, mais les parents passent outre. Exactement, puisque j'aborde énormément de sujets, notamment les relations intrafamiliales, où je parle de mon frère, de ce petit conflit, puisque moi je suis plus âgée que lui. C'est le petit garçon qu'on a attendu depuis ah oui, quand il est arrivé là. Quand il est arrivé, voilà. Il y a eu une cascade de filles avant. Oui. Quand il arrive, il s'assoit royalement. Je suis la 5e fille, il prend mon fauteuil. Ouais, en fait. Vous dis, il vous renverse carrément. Exactement, un véritable. Voilà. J'imagine, vous ne voulez pas dire le mot, mais c'était un véritable. On dit seulement hold-up. Hold-up, exactement. Voilà. L'autre mot, on met à côté là. Alors, vous êtes de la diaspora congolaise. Oui. Quelle news, la diaspora congolaise? Elle se porte très bien, elle a conscience des changements, en tout cas de toute cette vague de changements qui s'opère au niveau de l'Afrique, notamment investir au pays. Il y a pas mal de panels qu'on organise ici et là dans différents pays d'Afrique. C'est très bien. Moi, je pense que j'étais un peu réticente par rapport à ça parce qu'on parle énormément d'entrepreneuriat. Je ne me considère pas comme entrepreneur, même si en publiant ce livre, j'en fais partie. Donc, je fais partie aujourd'hui de ce cercle-là. Mais je suis fière, oui, effectivement, de tout ce qu'ils mettent en place pour regagner cette Afrique que nous avons quittée il y a longtemps. Ici, c'est dit, à l'âge de 10 ans, vous aviez quitté le Congo. Oui. Alors, nous pensions que vous, de la diaspora, une fois que vous êtes au lait au miel là-bas, c'est l'Eldorado, c'est le paradis terrestre. Vous êtes complètement déconnecté du pays, sinon du continent. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que c'est ce que j'essaie de prouver dans cet ouvrage. On va y arriver parce que vous nous avez fait lire dans les coulisses. Oui, tout à fait. J'ai vécu entre, comment dire, le marteau et l'enclume, tantôt là-bas, tantôt ici. D'ailleurs, mon père, il me demande, mais comment tu as fait pour te souvenir de tout ça? Mais je pense que quand on a des chocs émotionnels, en tout cas quand on reconnaît ce choc émotionnel, automatiquement, il y a un mécanisme qui se met en route. Soit on est dans le déni, ou alors on ressasse le passé continuellement. Et moi, je l'ai ressassé tous les jours. Avant de m'endormir, j'ai revu ce film encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai eu cette facilité à écrire cette histoire. Très bien. D'où cette question. Vous auriez pu dire la chose. Vous auriez pu vous limiter à parler. C'est sûr que du fait des circonstances, même de votre départ, de votre vécu ici, de l'exil involontaire pour vous, vous êtes enfant, hein, on vous embarque, puis vous êtes parti. Vous avez dû vivre des choses et d'autres. Certainement que vous en avez parlé à la maison, avec vos amis et tout ça, avec parents, amis et connaissances. Mais pourquoi avoir choisi justement d'écrire? C'est comme... l'écriture, c'est une thérapie. Ah, une thérapie. Une vraie thérapie. Hein. Une vraie thérapie, parce que je pense qu'à un moment donné, j'en ai eu là, de tout ce que j'avais emmagasiné. Si, emmagasiné. Dans le cercle familial, on avait tendance à en parler, comme vous venez de dire. Constamment, papa a fait une thérapie. C'est vrai, je le dis. On a une thérapie collective. Le but, c'était de parler de nos émotions, donc de verbaliser.
Mais je trouvais que c'était pas assez. J'avais besoin d'apporter moi ma part, en tout cas ma vision des choses, comment moi j'ai perçu. J'avais l'impression que j'étais sur la scène, papa racontait, c'est vrai, mais qu'il y avait un angle, voilà, qui n'était pas le mien et mon regard. Et d'ailleurs, quand je relate les faits, je parle de sentiments, il y a une part de poésie aussi, parce que je ne veux pas heurter, je veux expliquer les choses de la façon la plus simple, mais aussi belle. Voilà, on parle de brutalité, on parle de douleur, on parle de pleurs, de départ. Moi, j'abandonne, entre guillemets, mes cousins, mes cousines avec qui j'ai grandi. Donc, j'ai la chance d'être la fille de cet homme et avoir la possibilité de partir. Même si de ce grand homme. De ce grand homme, c'est vrai. Même si j'ai eu la possibilité de partir et que moi je l'ai perçu, mais difficilement, mais les autres sont restés. Alors, vous voyez ce que ça... Vous allez nous en parler, pardon. Avant qu'on en arrive, vous êtes la fille de quelqu'un. Tel père, telle fille, dit-on aussi, même si c'est telle mère, telle fille. Est-ce que vous êtes politicienne comme papa? Pas du tout. Vous aimez la politique? J'ai baigné dans la politique, monsieur. J'ai grandi dans la politique. Alors, est-ce que je dois l'aimer ou pas? Dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Papa était rarement à la maison. Rarement à la maison, les conférences de presse, on est là. Et au quotidien, quand on discute, mais ça fait l'objet d'une conférence de presse aussi, parce que papa s'exprime très bien. Je ne vais pas m'en cacher, je suis très fière de lui. C'est un homme brillant. Et nous aimerions l'avoir aussi sur ce plateau-là, pour qu'il vienne nous dire aussi ses sentiments. Oui. Pour que nous sachions si papa est d'accord avec la fille, parce que là, le livre est sous-titré, comme qui dirait, lorsque le pardon devient vital. On va y arriver. Donc, on aimerait bien passer le message à papa. De toute façon, il nous suit. Il pourrait venir s'expliquer ici parce que nous avons 3-4 questions à lui poser. Mais je vous rassure, il est fier. Il est fier. Ah, très bien. Alors, dites-nous, la diaspora congolaise, on va chuter par là pour leur faire un clin d'œil. On dit qu'elle est pétrie de talent. Il y a, dans tous les domaines, nous avons... le Congo a des valeurs outre-Atlantique ou outre-Méditerranée. On dit que, surtout lorsqu'on regarde sur le plan continental, c'est beaucoup de talent, beaucoup de qualité, beaucoup de diplômes, beaucoup d'intelligence qui servirait au continent, sinon à notre pays. Mais bien sûr, tout à fait. Quand on voit un petit peu cette fuite des cerveaux, vous voyez de quoi je parle? Énormément. Énormément. L'Afrique reste exsangue ici. Oui, elle se vide de ses talents, l'Afrique, dû aux conditions de vie, voilà, parfois... Et si vous vous faisiez porte-parole pour la séquence de la diaspora, là, vous nous direz en une seconde, qu'est-ce qui empêche que tout le monde fasse l'exode pour revenir en masse ici au pays? Les conditions de vie. Les conditions de vie. Moi c'est ce qui me bloque. C'est ça qui vous bloque, et c'est ça certainement qui bloque aussi les autres. Certainement. Très bien. Cela dit, on laisse aux politiques les choses politiques. Ce livre, mesdames et messieurs, parle vraiment de prudence. Mais dedans, il y a 3 lettres. Alors, prudence, est-ce que les 3 lettres, normalement, nous devrions les résumer, dire la quintessence de ces lettres-là. 3 lettres ouvertes dans un livre, ça ne court pas les livres, hein. On ne rencontre pas ça partout. Alors, est-ce qu'on peut y entrer, ou vous avez encore quelque chose à dire à ces adultes-là, du fait d'avoir vécu des événements tragiques étant tout enfant, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, au point de quitter le pays à 10 ans? Est-ce que vous avez un message particulier pour résumer ces épisodes douloureux de notre pays? Vous avez un message particulier à dire aux autorités? Aux autorités, aux parents, aux autorités surtout, hein, parce que ce n'est pas les parents, les chefs de famille chez eux qui déclenchent les guerres, c'est quand même les politiques. Quel message vous leur diriez? Vous étiez enfant, vous auriez pu mourir, hein, parce qu'il y a eu des tas d'enfants qui sont partis comme ça. Tous les événements, vous avez évoqué 97, mais il y a eu aussi la suite, il y a eu même l'avant 97, et puis tout ça. Quel message vous pourriez dire comme ça à ce beau monde-là, en les regardant dans les yeux? Tout d'abord, j'aimerais les féliciter. C'est bien beau de critiquer les politiciens, mais ce n'est pas donné à tout le monde de gouverner. Voilà, il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Maintenant, ceci dit, le message même de ce livre, c'est l'unité, c'est la réconciliation.
Oui, j'ai été heurtée, j'ai eu mal, j'ai ressenti, en tout cas j'ai maintenu ce sentiment de rejet toute ma vie, qui a eu un impact dans les différents domaines, donc que ce soit au niveau de mes études, professionnelles, au niveau sentimental, puisque je suis une femme et que voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me construire parce que en rencontrant un Européen, disons, je vais aller clairement, en rencontrant un Européen, j'avais l'impression de manquer à mon devoir africain, pardon, et j'avais peur qu'il m'éloigne de mon Afrique davantage. Et à côté de ça, j'avais aussi des craintes par rapport à l'homme africain parce qu'il était le reflet donc de tout ce qui se passe en Afrique. Exact. Donc quelque part, oui, les erreurs que font nos adultes, que ce soit les politiciens, eh ben, ces erreurs ont un impact. Un impact considérable. Donc, je pense qu'il faudrait s'en rendre compte aujourd'hui. Il faudrait libérer un espace de parole aussi, un devoir de mémoire. Je pense que c'est très important pour avancer. Je pense que c'est très important. Vous le pensez, nous le pensons également. Nous sommes en 2024, décrété comme ça, année de la jeunesse. Est-ce que c'est dans ce cadre que vous arrivez avec ce livre? Est-ce que c'est planifié comme ça ou bien ça tombe à pic? Ça tombe à pic. Et je n'en suis pas déçue, bien au contraire. Bien au contraire. C'est que, du coup, mes écrits seront légitimes. Ça fait du bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour nous de vous dire que nos enfants ne sont pas de petits-enfants de rien du tout. Que ce que nous causons en tant que chef de famille, en tant que responsable, en tant que politique, les affecte directement. Et les conséquences sont désastreuses pour les uns et heureusement pour d'autres, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Ça a permis à ce qu'il y ait l'exil et puis il y ait une reconstruction, sinon un enrichissement aussi à l'extérieur pour mieux voir les choses avec le recul et se permettre d'écrire. Vous êtes courageuse. Si on vous dit ça, Prudence Satie, que diriez-vous? Merci, parce que c'est ce que j'attends des gens. Qu'on me dise félicitations. Tu as réussi à passer outre tes douleurs. Tu as fait un grand travail sur toi. J'aimerais pas qu'on s'apitoie et qu'on me dise « ça va aller ma petite ». Non, non. J'ai été brave et j'aimerais que les gens le reconnaissent. Et lorsque vous avez écrit ce livre, quelqu'un nous a dit dans les coulisses, monsieur le journaliste, n'oubliez pas de lui poser cette question de grande importance. Qui ciblez-vous directement? Qui est concerné par ce livre? Qui doit ou qui devrait le lire obligatoirement? Qui? Les Congolais. Tous les Congolais, sans exception. Sans exception. Autorité, population et même de la diaspora. La jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise. Tout le monde. Tout le monde. En tout cas, ce livre redit les choses de très bonne manière pour tout le monde parce que lorsqu'on revisite l'histoire de notre pays avec ces moments compliqués, ça permet de se remettre en question et de se projeter pour le futur. Très bien, cela dit, Prudence, le livre, nous pensons que, parce qu'il y a une part de ce que nous allons dire ici, une autre que les lecteurs vont découvrir eux-mêmes, nous n'allons pas tout creuser, mais il se résume en quelque sorte en 3 lettres ouvertes. Si vous pouvez nous permettre, est-ce qu'on peut, avant qu'on en arrive là, vous avez quelque chose à lire ou bien avant que nous ne lisions ces 3 lettres, j'ouvre par hasard, voilà, par hasard, page 49. Voilà, dans la même journée, Pajot rentre à des cours, accompagné d'une amie habitant les quartiers nord. La sœur aînée de cette dernière présentait également les épreuves du bac, tout comme Rennes, mais dans la zone sud. Papa décida donc de ramener cette demoiselle au domicile familial. Mes parents ont accueilli leur hôte, ont servi le meilleur repas, tout en rassurant les parents. Les filles seraient en sécurité. Le lendemain, les premiers tirs se firent entendre. Il s'agissait d'une guerre civile. Le jour suivant, entouré de gardes, papa accompagna personnellement les demoiselles et les remit aux bras de leurs parents, au point de rencontre. J'étais fier de lui. Il était mon héros. De là où je me tenais, j'assistais à un véritable échange entre les quartiers nord et les quartiers sud du pays. Le nord avait protégé et renvoyé ma sœur. Le sud avait veillé sur ces jeunes filles et les avait ramenées à bon port. C'est cela l'unité, l'amour du prochain. Peu importe ta zone géographique, ta confession religieuse, tes convictions politiques, viens en aide à celui qui est dans l'incapacité de se défendre ou de se protéger. L'espace d'un moment, un temps de guerre,
le Nord et le Sud s'unissaient. Serait-ce le résultat d'une bonne entente, d'une coalition où tout ne serait qu'accord et respect mutuel aux quatre coins du pays? J'ose croire que de tels actes de bravoure ont eu lieu et que les hommes se sont témoignés plus d'amour que de haine. Explication. Ah, très émouvant. Donc, c'est le premier jour de la guerre, donc le 5 juin. Je suis à l'école, donc maman nous récupère et nous essayons de faire la ronde pour récupérer les autres. Malheureusement, mes sœurs, donc comme vous pouvez le lire, l'une passait le bac dans les quartiers nord, difficilement accessible, et donc Pajot qui est revenue, qui n'était pas très loin puisqu'elle fréquentait à Biyoudi. Elle revient avec cette amie et malheureusement et heureusement pour celle-là, sa sœur, passait les épreuves du bac également. Et elle était dans la partie sud, voilà, donc à proximité de la maison. Alors inquiète, papa rentre et il décide d'aller chercher cette grande sœur pour rassurer la petite et aussi les garder en sécurité à la maison. Donc elles viennent et les parents rentrent en contact avec les parents de ces jeunes filles et les parents ont décidé de les garder et de réfléchir à comment on les ramènerait chez elles, sachant qu'il y avait déjà des barrages un peu partout. Ah oui, c'était déjà chaud. La guerre, voilà, avait déjà commencé. Et donc, ce que moi j'ai perçu dans cette scène, c'est la bravoure de mon père. Il nous enseignait quelque chose véritablement, peu importe ce que nous, les politiciens, nous pouvons décider, ou peu importe nos divergences, restez congolais, unissez-vous. Elles sont peut-être originaires du Nord, vous êtes du Sud, qu'importe. Moi, je vais risquer ma vie, je vais aller les déposer. Et voilà, c'est l'unité. Témoignage authentique. Authentique. Donc vérifiable. Vérifiable. Pendant ce temps, Reine, elle était bloquée ailleurs. Vous nous avez parlé de ce jeune garçon qui lui disait on doit partir, on doit partir. Parce que là, ça tire. Et elle dit, maman avait dit que je reste sur place, elle va venir. Elle dit, non, au point où nous en sommes, il faut qu'on parte. Il faut partir. Et je suis assez émue de revenir là-dessus. J'espère qu'elle aura l'occasion de raconter sa part de vérité. Moi, en tout cas, dans la foulée, elle me l'a raconté. Je me suis dit, je vais me permettre de relater ces faits. Vous avez très bien fait. Parce que c'est important et ça répond en même temps au message que je véhicule. Donc, comme je le dis, ils sont dans cette salle. Elle ne sait pas trop. Ça tire. Maman dit que oui, effectivement, tu dois rester là, tu dois m'attendre. Mais ce jeune homme persiste. Je le nomme X parce que je ne peux pas dévoiler son identité. Et il le fera. Et donc, il persiste. Et il emmène de force ma sœur et qui lui permet de survivre. Et confidence pour confidence, mesdames et messieurs, chacun d'entre vous assis chez lui à la maison peut savoir, peut faire ce retour, regarder le rétroviseur et imaginer où est-ce qu'il se trouvait, sinon revivre où il se trouvait exactement. Nous autres, pendant que vous étiez tout enfant là, à l'époque, Alexis Bongo, qui deviendra journaliste à DRTV plus tard, qui présentera l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, parce que si vous êtes spirituel, la spiritualité ici c'est moi, et qui deviendra l'avocat défenseur de l'Afrique, donc panafricaniste engagé. À l'époque, il était enseignant. Voilà, donc, et ce jour-là, du 5 juin, nous étions en train de surveiller le CEP. Voilà, les politiques doivent le savoir. Nous étions en plein CEP. Donc, il n'y avait pas de raison que le pays brûla comme ça. Et puis ce jour-là, nous n'avions plus, contrairement à Rennes, nous n'avions plus avoir la possibilité de revenir à la maison. Parce que je me rappelle, je descendais de Talangaï jusqu'à l'école Fleuve Congo, quand j'ai rencontré ces milices qui ont demandé « Vous allez où, monsieur ?» Ah non, mais je vais à la maison parce que je suis un pila, il faut que madame et les enfants... Ah non, madame et les enfants, vous êtes ici, allez, remontez. Madame et les enfants, ils viendront avec la vague des gens qui sortent là. Et donc, on les a revus 3 jours plus tard, Dieu merci. Et puis, voilà. Donc, vous avez bien fait de revisiter ces choses-là et nous vous disons encore merci. Et surtout, félicitations. Parce que vous avez su trouver les mots pour dire les choses. Nous conseillons ce livre à tout le monde. En tout cas, mes sentiments, quand le pardon devient vital. Voilà. Alors, prudence, le temps est contre nous. Maintenant, le livre contient 3 lettres ouvertes, clés de la chose. C'est déjà quoi les 3 lettres ouvertes? La première lettre, c'est
les divergences qu'il peut y avoir entre les populations. Donc moi, je suis originaire, vous le savez, du Nord et du Sud. Maman et... Vous l'aviez dit dans le livre. Oui, donc vous avez un pied au Nord, un autre Sud. Un autre Sud. Tant mieux pour vous. Unité nationale. J'ai des parents un peu partout. Donc oui, quand il y a des divergences, eh ben, ça fait mal. Quand on, il y avait un grand déchirement parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, quel camp choisir. Exactement. Et donc, dans ce passage, je reviens sur cette barrière qu'on met entre nous. Donc, le Nord, le Sud, il y a une espèce de barrière. Et que finalement, c'est pas parce que la majorité donc, au pouvoir est issue du Nord que forcément c'est l'Eldorado au Nord. Nous sommes une population, nous partageons tous les mêmes difficultés. La première lettre? Oui, bien sûr, page 185. 185. Vous dites que nous sommes des populations, nous sommes les Congolais, nous vivons nous vivons les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés. On vous écoute. Et donc j'invite à ce que je parle un peu de cette obscurité ténébreuse dans laquelle nous maudissons chacun parce qu'il est de l'autre côté de la barrière, donc cette fameuse barrière qui nous sépare. Première lettre, vous pouvez nous lire ce paragraphe sur la page 185? Oui, bien sûr. Chère population, j'ai ouï dire que vous souffrez. Vous semblez abandonnés à vous-même. Vous prétendez que plus rien n'est possible dans cette prison à ciel ouvert. Vous tournez vos regards vers ce ciel qui, jour et nuit, est témoin de vos souffrances sans daigner vous défendre. Si nous relatons l'histoire de notre pays, les différentes inconstances et incohérences liées au changement politique, ainsi que les conflits de 1959, de 93 à 94, de 97 à 98 et autres. Si nous en faisons une masse, puis l'entourant d'un ruban adhésif, pourrons-nous espérer y voir émerger l'amour? Non, la haine. La haine. Si nous nous rapprochons de cette masse, pourrons-nous espérer entendre des cris de joie? Non. Non. Mais bien des pleurs, la douleur de toutes les générations. Qui pourra consoler tant de cœurs meurtris, tant d'esprits égarés? Non au tribalisme. Ah, non au tribalisme. Voilà. Alors dites-nous, lorsque vous frappez du poing sur la table comme ça, vous criez non au tribalisme, le tribalisme a une part de responsabilité énorme dans ce que nous avons vécu dans ce pays? Oui. Et est-ce que nous avions déjà pu mettre fin à ce tribalisme? Non, les adultes. Est-ce que depuis que vous étiez enfant là, vous avez vu des choses et d'autres horribles que vous ne devriez pas voir? Le constat que c'était surtout le tribalisme à l'origine de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a vaincu ce tribalisme? Il est encore présent. Il est encore présent. Un peu plus loin, donc lorsque j'aborde le chapitre à la rencontre d'un homme légendaire et mythique, je parle, donc je détaille certains thèmes propres au président, et donc je donne mon point de vue en dessous. Et là, il abordait, je pense qu'il parlait de l'armée, qui, par rapport à ce brassage-là, nous montre à quel point il n'y a peut-être pas de tribalisme. Mais moi, je pars dans une autre direction en disant qu'elle s'invite dans le quotidien des Congolais, inconsciemment et consciemment. Pourquoi? Parce que j'étais en compagnie de grandes sœurs, plusieurs, et on parlait simplement des appréciations sur des personnes rencontrées. Ah tiens, Prudence, je dis, j'ai rencontré un jeune homme qui est de telle région, et à chaque fois que nous abordons, donc que nous citons les différentes régions, il y avait constamment un commentaire assez péjoratif. Séparatiste. Donc finalement, je me suis dit, mince alors, donc si toutes les régions, il y a par exemple ce point de vue, mais c'était banal, hein, que ce soit sur la sorcellerie, sur les comportements, j'ai trouvé que c'était osé et je l'ai perçu comme cela. Une autre expérience, encore une fois, entre amis, et ma sœur, elle était présente. Donc on contacte une amie qui devait nous rejoindre, elle nous dit qu'elle est dans une certaine zone du pays. Et donc celle qui lui passe ce coup de fil, s'interroge en se disant « Mais que fait-elle dans cette partie du pays? Elle serait de là-bas ?» Et donc on lui répond, on dit « Ben oui ». Elle dit « Mais je ne suis pas tribale ». Elle le dit comme ça en murmurant « Je ne suis pas tribale, mais je n'aime pas ces gens-là, quoi. »
Et donc, c'est une phrase... Je suis pas tribal, mais j'aime pas ces gens. Et donc, c'est une phrase... Quel paradoxe. Donc, cette scène m'a interpellée et j'ai écrit, j'ai dit, il est perçu dans un doux murmure de celui qui veut s'en départir. Donc, elle a murmuré, elle veut s'en départir, elle n'est pas tribale, mais finalement, j'ai perçu ce tribalisme dans ce doux murmure. Exact. Et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Mais ce livre est aussi écrit certainement pour que nous puissions tous nous attaquer à ce fléau qu'est le tribalisme. Bien sûr. La jeunesse actuelle, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine devrait normalement comprendre les choses, que nous sommes tous tels que nous sommes, filles et fils du terroir. Que le pays nous appartient, qu'il n'y a pas de raison que nous puissions être tribalistes. Les filles sont très belles au sud, très belles au nord, les garçons sont beaux au sud comme au nord. Laissez-nous nous marier, laissez-nous tomber amoureux les uns des autres, laissez-nous tomber sous le charme de... Je vois tous les techniciens, vous regardez là, tomber sous le charme de Prudence. Donc, il ne faut pas qu'on nous demande d'où nous venons d'abord avant de regarder la fille de ce grand homme, Pascal Tchati-Mabiala, que nous aimons beaucoup. Alors, 3 lettres, nous en avons fini avec la première, la deuxième. Page 189, c'est ça? 189, tout à fait. Très bien, page 189. Je vous laisse lire. Julie, vous expliquez. Oui, tout à fait. Page 189, mesdames et messieurs, suivez attentivement. C'est pas pour rien que nous avions demandé à Prudence si quelqu'un avait écrit pour elle, mais visiblement c'est elle-même et ça nous fait du bien. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc 189, nous avons la deuxième lettre. À toi ma sœur, mon frère, ma mère, mon père, mon fils, ma fille, avec qui nous avions une relation fusionnelle. Pardonne-moi d'être parti. Je n'y avais jamais trouvé la paix. Pardonne-moi, car tu as affronté tant d'obstacles sans moi. Pardonne-moi de ne pas avoir compati à tes douleurs comme tu l'espérais. Pardonne-moi de t'avoir gardé au creux de mes sentiments les plus négatifs. Pardonne-moi de ne pas avoir eu la maturité de mettre un terme à cette guerre qui dure depuis des générations. Pardonne-moi d'avoir maudit tes enfants de génération en génération. Je suis toi, je suis moi, je suis lui, je suis elle, je suis nous, je suis vous, je suis eux. Je n'ai rien pu faire. Nous payons le prix de nos incrédulités. Nous sommes tous coupables. Je n'ai pas pris le temps de déposer cette arme physique, ni celle de mon cœur, pour venir vers toi, te tenir la main, te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime. Faisons la paix. Explication par vous-même, madame. Explication. Le petit commentaire le dit. Donc cette lettre, elle illustre d'une part un dialogue entre la population locale, la diaspora, et d'autre part un dialogue entre autorités et les citoyens, mais aussi les milices chargées du maintien de l'ordre dans le pays. Donc il est question de réconciliation, d'une véritable réconciliation. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai eu l'idée d'écrire cette lettre? En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai grandi avec des frères ici, des frères et sœurs. J'ai eu la chance de partir parce que je suis la fille de mon père. Et donc, j'ai été séparée de certaines personnes avec qui j'avais une relation assez fusionnelle. D'où nous avons une relation fusionnelle. Donc, je suppose que beaucoup qui ont quitté le Congo avaient des relations fusionnelles, que ce soit avec des amis, des collègues, avec la famille, mais qui sont partis. Vous étiez parti le cœur serré. Le cœur serré. Je me sentais coupable. Coupable. Et donc, cette autre personne avec qui j'avais cette relation fusionnelle m'en a voulu pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a fait la paix? Est-ce qu'elle m'en veut encore? Je ne sais pas. Mais pendant longtemps, j'ai ressenti cette colère. Et donc, les phrases sont venues toutes seules. Je dis, pardonne-moi d'être partie, je n'y ai jamais trouvé la paix. Nous aimerions bien que vous relisiez. D'accord. Par vous-même. Et que vous expliquiez en même temps. D'accord. Donc, les 3 premières phrases. Donc, pardonne-moi d'être parti, je n'y ai jamais trouvé la paix. Pardonne-moi car tu as affronté tant d'obstacles sans moi. Pardonne-moi de ne pas avoir compati à tes douleurs comme tu l'espérais. Là, c'est la diaspora. La diaspora, qu'on pointe souvent du doigt, qui est partie. Tout ce qui avait pu partir, quoi. Oui, tout ce qui ont pu partir. Demande pardon, d'avoir peut-être bénéficié de ce qu'il y a de mieux, mais sans vraiment s'en rendre compte.
parce que c'est pas parce qu'on est parti qu'on a forcément quelque chose de mieux, vous voyez. Il n'y a pas que les difficultés ah oui, qui parce font... que nous autres, nous étions restés dans l'enfer. Oui, il n'y a pas que des difficultés qui créent des douleurs. Enfin, il y a aussi le côté émotionnel, le fait d'être parti, tous ces sentiments de rejet. Et toutes ces personnes qui vivent à l'étranger, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils reviendront. On est attaché à des origines, à une terre, et du jour au lendemain, vous partez. Mais c'est destructeur. Il y a un déchirement. Exactement. Et donc, pardonne-moi de t'avoir gardé au creux de mes sentiments les plus négatifs. Là, c'est la population locale qui en veut à ceux qui sont partis. Pardonne-moi de ne pas avoir eu la maturité de mettre un terme à cette guerre qui dure depuis des générations. Ce sont les autorités qui, entre guillemets, qui demandent pardon à la population. Pardonne-moi d'avoir maudit tes enfants de génération en génération. Un petit peu quand on a ces contradictions, la population... évidemment. Oui, c'est eux avec leurs enfants, voilà, les enfants, ils sont lait au miel. Exactement. En plus, pendant que ça se canarde là, ils ont eu tout fait d'aller se sécuriser les leurs. Tout à donc fait. voilà, tous nous avions dit ça. Même Jonas Aoui avait dit ça aussi, Ernie Kengouya également. Donc on se maudit les uns les autres. Je suis toi, je suis moi. Ben, en fait, c'est nous tous, nous payons le prix de toutes ces incrédulités. Et en réalité, nous sommes les uns les autres. Oui, oui. Donc je n'ai pas pris le temps de déposer cette arme. Là, ce sont les milices qui tenaient leurs armes et qui ont heurté, qui ont tiré sur des populations. Exactement. Qui ont massacré des populations. Qui ont massacré. Ah oui, je sais que vous avez de la peine à dire ces choses-là, mais vous les avez vécues de vos propres yeux. Oui, voilà. Et la population également qui n'a pas pu déposer son arme, celle de mon cœur, finalement, on se déteste, on s'est détesté, maintenant je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Donc chacun a une arme. Les uns ont une arme physique, les autres une arme plutôt émotionnelle. Et on n'est pas allé vers les autres, on ne s'est pas tenu la main. Ben, il serait peut-être temps de se tenir dans les bras et de se dire je t'aime et faisons la paix. Il serait peut-être temps de faire comme... Et si je pouvais rajouter un petit quelque chose... Vous avez le droit. J'ai à chaque fois cité des musiques, des paroles de chansons. Et là, en l'occurrence, je reviens sur le groupe Bissona Bisso, Tata Nzambe. C'est un petit extrait. Donc, j'espère qu'en lisant, les personnes se laisseront guider par toutes ces musiques qui, moi, ont permis, en tout cas, dans ce parcours, ce travail personnel. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, cet extrait de Bissona Bisso, c'est page 189. 189. Ce qu'il y a en bas, ici en Italie. Oui, la mère patrie. La mère patrie pleure des rivières de sang. Le rouge est dans ses yeux. Le peuple est mécontent. Dans ces drames qui rentrent les armes du mal, de qui coulent les larmes. C'est beau. C'est très beau. Là, c'est Bissona Bisso. C'est Bissona Bisso. C'est des Congolais. Oui. Passy. Ils avaient vécu ça. Passy. Oui. Ils ont témoigné dans la chanson. Ben, c'est l'album Racine. Je rends hommage à cet album tout au long du livre. D'ailleurs, au début, si vous le voyez, ici, la page 7. Page 7. Moi, je viens du Congo, je veux vivre dans l'Alliance, je ne veux pas mourir en France. Je dois retrouver la confiance des joies de mon enfance, me promener sans méfiance. C'est l'union. Et c'est Bissona Bisso. C'est Bissona Bisso. Page 7. Moi, je viens du Congo, je veux vivre dans l'Alliance, je ne veux pas mourir en France. Je dois retrouver la confiance, des joies de mon enfance, me promener sans méfiance. Bissona Bisso, l'album Racine. Donc, l'union. Super. Et ça nous rappelle un peu Roga Roga ici. Lui aussi, il en a marre de rester là-bas, métro, boulot, dodo. Il dit non, la diaspora aimerait bien aussi rentrer pourvu que les dispositions pratiques soient prises, que les conditions soient réunies pour faciliter ce retour-là à cette diaspora congolaise pétrie de talent, sinon à cette diaspora africaine. Mais avant que nous nous plongions, que nous descendions dans la troisième lettre, dans la deuxième lettre ouverte, le pardon, c'est comme si vous aviez attendu longtemps une vraie réconciliation, que vous aviez attendu longtemps que les uns et les autres se disent ces choses-là, mais ils ne l'ont pas fait. Et vous êtes obligé ici de parler pour le citoyen, pour le politicien, pour les enfants, pour les uns, pour les autres. Vous avez essayé de dire les choses que les Congolais n'arrivent plus à se dire du fait de tout ce qu'on a vécu. De tout ce qu'on a vécu, oui. N'est-ce pas? C'est un plaidoyer, vous faites une plaidoirie, vous venez comme pour dire, parce que vous atterrissez, faisons la paix. Oui, je pense.
C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour nous réapprendre à nous aimer, hein, à nous regarder avec amabilité, avec amour, à sortir de la méfiance, sinon du tribalisme. Troisième lettre ouverte, quelle est-elle, madame? Quelle page? Alors, c'est la page 190. 190. Allez-y, madame. Mon Afrique, on prétend que tu es le berceau de l'humanité. Où est donc ton hospitalité? Je l'ai observé là-haut, dans ce continent nommé l'Europe. Pourquoi n'ouvrons-nous pas nos maisons, nos frontières, lorsque le voisin est en détresse? Beaucoup me répondent, nous avons déjà assez de problèmes. Notre cœur est-il à l'image de notre couleur de peau? Qu'avons-nous fait pour ne pas jouir de nos ressources? Pourquoi sommes-nous sous l'emprise des grandes puissances avec tant de richesses? Des églises fleurissent comme des crocus au printemps. Nous faisons de la supplication un délice de tous les instants. Nous crions au secours jour et nuit. Pourtant, une pluie de malédiction s'abat sur nous. Qu'attends-tu de nous, Seigneur? Kossi Sikeleli Africa. Dieu bénisse l'Afrique. Prenons-nous dans les bras. Pleurons ensemble, pardonnons ensemble, bénissant ensemble, faisant la paix avec notre histoire africaine. Nous voulons vivre en paix et non dans la peur. Nos enfants font l'expérience du mal alors qu'ils n'ont pas acquis la maturité de surmonter ces épreuves. Que le monde s'illumine d'amour et non par le moyen d'une source lumineuse artificielle. Ça aussi, c'est de vous, madame. Oui. Très bien. Panafricaniste? Pas tout à fait, mais oui, peut-être d'une certaine manière. D'une certaine manière, pas activiste à la manière de Kémy Séba, Nathalie Yombe et les autres, mais panafricaniste. Oui, oui. Vous aimez l'Afrique? J'adore l'Afrique. Vous adorez l'Afrique? Bah oui, j'ai pas réussi à l'oublier. C'est pour ça que j'écris cette histoire. Évidemment, et ça nous fait du bien. On peut la relire pour vous, mesdames et messieurs, parce que vous voyez, elle lit ça en tant que femme, en tant qu'écrivaine, dans ces choses-là. Nous, nous donnons le ressenti. Hein? Nous, les lecteurs, nous en faisons donnons le ressenti de la chose. Mon Afrique, on prétend que tu es le berceau de l'humanité. Où est donc ton hospitalité? Je l'ai observé là-haut, dans ce continent nommé l'Europe. Donc, elle n'a pas oublié l'Afrique, quoi qu'étant là-bas. Et elle s'est posé cette question, mais ton hospitalité où? Aujourd'hui, il n'y a plus que guerre. Pourquoi n'ouvrons-nous pas nos maisons, nos frontières, lorsque le voisin est en détresse? Beaucoup me répondent, nous avons déjà assez de problèmes. Nous-mêmes ici, on a déjà trop, on ne peut pas le faire. Notre cœur est-il à l'image de notre couleur de peau? Donc le cœur de l'Africain est noir. Et c'est ici l'occasion pour nous autres de demander, est-ce que les cœurs, sinon le cœur d'un politicien est noir? Parce que nous autres, les innocents citoyens, là, ce n'est pas nous qui occasionnons ces choses-là. Qu'avons-nous fait pour ne pas jouir de nos ressources? Ah, ça, il y a de l'impérialisme dans l'air. Pourquoi sommes-nous sous l'emprise des grandes puissances avec tant de richesses? Ça brûle en RDC et nous savons pourquoi. Des églises fleurissent comme les crocus au printemps. En tout cas, il y en a en quantité. Nous faisons de la supplication un délice de tous les instants. Nous crions au secours jour et nuit. Pourtant, une pluie de malédiction s'abat sur nous. Qu'attends-tu de nous, Seigneur? C'est la grande question. Kossi Sikeleli Africa. Kossi Sikeleli Africa. On connaît ça. Jonas Aoui, ça lui est revenu. L'Amérique, Laure Beldi-Tchouma aussi. Dieu bénisse l'Afrique. Prenons-nous dans les bras. Ah, on aime cette prière-là. Pleurons ensemble, pardonnons ensemble, bénissons ensemble, faisons la paix avec notre histoire africaine. Nous voulons vivre en paix et non dans la peur. Nos enfants font l'expérience du mal alors qu'ils n'ont pas acquis la maturité de surmonter ces épreuves. Comment vont-ils faire? Que le monde s'illumine d'amour et non par le moyen d'une source lumineuse artificielle. Vous êtes magnifique, madame. Alors, dites-nous, est-ce que vous croyez encore à cette Afrique-là? Est-ce qu'elle peut rebondir? Est-ce qu'elle peut capter ce message? Elle peut se l'approprier? Est-ce qu'elle peut revivre l'amour? Bien sûr, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je pense que tout est une question de volonté et de détermination. Vouloir, c'est pouvoir. Oui. Rien n'est impossible à l'amour, mesdames et messieurs. En tout cas, si nous voulons, nous pourrons.
c'est ça qui justifie les deux mains? Mes sentiments? Ah. Oui, je trouvais que reposer, donc on se demande pardon bien évidemment, il y a celui qui demande pardon et il y a celui qui accueille ce pardon. Et puis il y a aussi ce nouveau départ, l'espèce de doigt que l'homme pose sur la main de la femme, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence. Donc il y a ce nouveau départ après ce pardon. Et puis on a l'impression qu'on est un peu rassuré d'être dans cette main-là qui nous accueille. Donc ce sont des sentiments, voilà, c'est ce que je... Très bien, nous aimons ça, mesdames et messieurs. Prudence Tsatsi, vous aurez réussi à faire vivre, c'est-à-dire aux Congolais, sinon aux citoyens lambda, ceux qui ne sont pas politiques, ceux qui ne sont pas en treillis, hein, ils ne sont pas militaires, policiers, gendarmes et tout ça, ceux qui étaient chez eux tranquillement à la maison, mais qui ont subi ces événements, en fait, ce qui se passait au niveau de la sphère politique, au niveau de ces hommes politiques, au niveau de ces décideurs, pour ne pas dire au niveau de ces présidents. Voilà, vous nous avez fait voir tout ça. Et quand vous êtes la fille de votre père, là, ça pèse beaucoup plus lourd parce que ça nous permet de savoir que vous aviez partagé cette douleur avec nous. Nous qui croyons que vous étiez au lait, au miel, au point d'oublier le pays, de tout oublier, de vous en foutre, vous nous rassurez par ce message-là et ça nous fait du bien déjà. C'est une thérapie pour nous aussi et ça va être une thérapie pour tous les téléspectateurs parce que nous n'avons pas été jusqu'au fond du livre pour leur laisser aussi une grande part de découverte de ce livre-là. Mais lorsque vous dites mes sentiments, vous ne vous arrêtez pas, vous dites lorsque le pardon devient vital. Quel est le message qui se cache là? Alors, premièrement, donc, le premier titre, ce sont mes sentiments. Quand je fais cette découverte-là de toutes ces émotions, quand j'essaie de me souvenir de tous les détails, ce sont des émotions, des sentiments. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'était mes sentiments. Mais pourquoi j'apporte une deuxième phrase, c'est que quand on publie un livre, il faut s'assurer que ce titre n'existe pas déjà et que ça fera peut-être il y aura peut-être une confusion. On ne parle pas de plagiat ou bien de... Exactement, c'était déjà déposé, c'est comme une marque qu'on dépose, donc mes sentiments existaient déjà. Il fallait apporter un plus pour faire la différence et en même temps, je trouvais que c'était important par rapport à tout ce que j'aborde et vu que je parle du pardon, mais il n'y avait pas... C'est ce qu'il fallait. Et lorsque vous devez ajouter, vous voyez, vous êtes dans une situation où vous devez ajouter quelque chose pour que ce ne soit pas mes sentiments tout court. Mais ce que vous ajoutez, c'est le pardon qui va avec, n'est-ce pas? Quelle est la place qu'occupe le pardon dans votre vie? Sinon, quelle est la place que devrait occuper le pardon dans notre société, dans la vie des hommes? Pour moi, personnellement, elle occupe une grande place. J'ai expliqué la relation que j'avais avec ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, Ma Pembe. Et il y a une scène à l'Odima où elle me surprend en train de mâcher un chewing-gum alors que je porte un plat donc qui est à elle, parce que je l'accompagne, je la ramène chez elle. Elle était occupée, elle parlait à d'autres personnes. Et donc à ce moment-là, elle m'accuse à tort. Donc elle me crie dessus, elle m'engueule. Et je la rassure en lui disant non, j'ai un chewing-gum dans la bouche. Et donc il y a comme eu un sentiment d'impuissance que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais perçu chez un adulte, que je percevais chez ma grand-mère. Elle m'a dit pardon, alors que c'était une femme, mais tellement tenace. Vous voyez un peu mon père, le genre, et pareil. Et donc je l'ai vue entre guillemets dans sa petitesse. Et c'est cette image qui est souvent revenue lorsque je maintenais cette colère, que ce soit pour l'Afrique, le Congo, envers n'importe qui, dans mes relations amoureuses, amicales. Cette image me revenait toujours, malgré sa posture. C'était ma grand-mère. À travers ce petit détail, j'ai vu dans ses yeux que le pardon était primordial. Et en la déposant, je vous assure, ça m'a bouleversée. Je suis repartie, mais encore plus forte, parce qu'elle avait reconnu son erreur et elle s'est mise à mon niveau. J'étais une enfant, elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée. Elle s'est mise à la porte, elle m'a accompagnée par son regard en me disant « Va, mais nous partageons des moments très intimes, j'aime beaucoup, pardonne-moi pour ce petit incident. » C'était pas nécessaire. Donc c'est ce qui... Mais ça vous aura fait du bien. Oui. Et je pense que c'est même tout ça qui, par ricochet de fil en aiguille, fait que vous accouchez de ce livre. N'est-ce pas? Quelqu'un avait dit, mesdames et messieurs, on nous apprend à vivre, malheureusement, quand la vie est déjà passée.
En cette année 2024, année de la jeunesse congolaise est encore pleine de jeunesse, pleine de vie, pleine d'aptitudes, de capacités, a encore beaucoup de choses à donner. Et donc, Prudence Sati vient en tant que jeune nous apprendre à vivre, nous apprendre à aimer, nous apprendre surtout à pardonner. Elle vient pour que nous puissions tous ensemble détruire le tribalisme. Elle vient, nous le disons, à sa place, extirper le ver qu'il y a dans le fruit. Le ver du tribalisme, effectivement, qui est dans ce fruit-là. Alors, Prudence, nous avions dit, puisqu'on évoque la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, la télé, oui, ça entre dans les maisons et tout, mais ce livre est digne d'une présentation officielle. Nous avions pensé, nous l'avions dit, une présentation où nous arrivons avec présentateurs, critiques littéraires, avec des invités, cérémonie de dédicace du livre. Est-ce que vous êtes partant? Bien sûr. Très bien, c'est ce qu'on devrait programmer prochainement. Alors dites-nous, peut-être qu'il y a une question que nous ne vous avions pas posée, à laquelle vous aimeriez répondre. Est-ce que c'est bon ou bien... Je pense qu'on a abordé tout. On a tout abordé, mais il y a quelque chose qui nous reste encore sans entrer jusqu'au fond du livre, là. Ce jeune tout beau qui arrive, voilà. Ah oui, d'accord, je vois. C'était déjà... Est-ce que vous pouvez retrouver ça pour nous? Il est tout beau, il est tout jeune. Attention, mon papa me regarde. Papa regarde, mais papa, on n'est pas en politique ici, papa, on est dans les sentiments. Donc, page, c'est possible pour vous de retrouver ça? Oui, la rencontre. Oui, c'est la rencontre. Page 41. Page 41. Ah, ça m'est resté dans la tête. J'ai dit, les enfants, c'était chaud. Est-ce que vous pouvez nous lire ça vous-même? D'accord. Alors, mes amis et moi aimions nous retrouver près d'un terrain vague, situé non loin de nos résidences respectives. Un jour, nous avons accueilli un nouveau compagnon de jeu. Une voiture noire, modèle 4x4, s'arrêta et descendirent 2 hommes et un jeune garçon. Ce petit homme portait un bermuda bleu marine et une chemise blanche et des chaussures de ville. En proie à l'hystérie d'une meute de lionnes en mouvement, il avançait timidement. Ça criait, ça courait, il ne pouvait qu'être impressionné. Il était si gentil, doux et beau. Je m'interrogeais, pourquoi est-il habillé aussi élégamment pour un moment de détente? Qui est-il pour être accompagné de garde-corps? De quelle famille est-il issu? Nous avons joué à cache-cache. En rentrant chez moi, je racontais à tous que j'avais rencontré et joué avec un beau garçon. Il était fils du voisin de la grande Maison Blanche aux tuiles rouges. J'avais donc fait la connaissance du fils du président, bien évidemment. De cet homme qui me privait de mon père. Oh non, attendez. Page 42. J'avais donc fait la connaissance de Jérémy, Jérémy Lissouba, le fils de cet homme qui me privait de mon père. Voilà. Mais c'est un grand ami. Un grand ami. Nous, on n'a pas dit le contraire. Nous, notre problème, c'est qu'en tant que lecteur, nous redisons ça parce qu'une chose, c'est d'avoir un livre, d'écrire un livre, d'y mettre vos pensées et tout ça. Une autre, c'est le lecteur qui, voilà, il a aussi son ressenti et tout ça. Mais la rencontre, voilà, mais c'est même dit la rencontre, donc vous n'allez pas dire que c'était quelque chose d'anodin ou bien quoi, la rencontre. Mes amis et moi aimions nous retrouver près d'un terrain vague situé non loin de nos résidences respectives. Un jour, nous avons accueilli un nouveau compagnon de jeu. Une voiture noire, mesdames et messieurs, modèle 4x4, s'arrêta et descendirent 2 hommes et un jeune garçon. Page 41. Ce petit homme portait un bermuda bleu marine, une chemise blanche et des chaussures de ville. En proie à l'hystérie d'une meute de lions en mouvement, il avançait timidement. Et Bango Epé vont me chercher des problèmes ici. Ça criait, ça courait, il ne pouvait qu'être impressionné. Il était si gentil, doux et beau. Je m'interrogeais, pourquoi est-il habillé aussi élégamment pour un moment de détente? Qui est-il pour être accompagné de garde-corps? De quelle famille est-il issu? Nous avons joué à cache-cache. En rentrant chez moi, je racontais à tous que j'avais rencontré et joué avec un beau garçon. Il était le fils du voisin de la grande Maison Blanche aux tuiles rouges. J'avais donc fait la connaissance de Jérémy, le fils de cet homme qui me privait de mon père. Vous savez pourquoi nous avons
lui, ça pour vous? Moi, je vais vous répondre avant que vous allez me répondre pourquoi vous avez écrit ça. Tout à fait. D'accord. Parce que dans le passage précédent, oui. je lui en ai voulu à ce président. Parce qu'il occupait mon père. Ah oui, papa était chaque fois... Papa était occupé. Porté disparu, absent. Il travaillait énormément, alors qu'auparavant, nous avons quand même... Vous aviez des moments de qualité. Voilà. Donc, j'accuse un petit peu cet homme de s'accaparer. Et donc, je me demande s'il a des enfants. Et est-ce que ces enfants profitent-ils pleinement de sa présence? Vous l'aviez écrit dans le livre. Tout à fait, la page précédente. Et donc, j'apporte une confirmation en disant, oui, effectivement, il a des enfants, puisque j'ai rencontré son fils. Très bien. Vous vous justifiez parce que papa nous suit, mais nous, c'est pas ça le problème. Nous, le problème, c'est que... que ces politiciens ont des enfants. Oui. Pour preuve, Pascal Diatima Biala, ça fait 50 ans, 75 ans qu'il n'y a que lui que nous connaissons à la télé. Aujourd'hui, nous avons sa fille. Oui. Et ça nous fait du bien. Donc, ces politiciens, comme vous avez posé la question, ont donc des enfants. Et donc, sont comme tous les Congolais, n'est-ce pas? Et donc, c'est très beau. Et ces enfants sont comme tous les enfants de Congolais, n'est-ce pas? C'est ça l'importance même du message que vous avez apporté ici. D'où cette question. Du fait des événements tragiques que vous décrivez là, que vous avez vécu étant enfant, vous, en tant que Prudence, lui, en tant que Jérémy, si jamais l'un de vous avait reçu une balle en plein cœur, on ne serait pas là à tourner une émission. Il n'y aurait pas d'honorable Jérémy Lissouba, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà le grand message que contient votre livre aussi. Parce qu'il y a des choses que vous dites et il y a des choses qui se disent par elles-mêmes, entre les lignes, n'est-ce pas? C'est ce cri de cœur que vous apportez là, comme pour dire vive la vie. Et là vous dites faisons la paix. Et vous dites aimons-nous, n'est-ce pas? Voilà, mais madame, il y a à boire et à manger dans ce livre. Nous vous redisons encore félicitations. Merci. Tout en vous disant maintenant que nous sommes à l'atterrissage, s'il vous était donné de résumer votre pensée, de regarder droit dans les yeux ces Congolais qui viennent de vous suivre, tout le monde, toute génération confondue, et de leur dire quelque chose par rapport à votre livre, quel message spécial leur diriez-vous en guise de conclusion? Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, je me suis posé la question d'ailleurs dans le livre, est-ce que moi j'ai le droit de parler de cette histoire, du fait de mon statut social? Est-ce que j'ai cette légitimité de parler de souffrance alors que je suis la fille d'eux? Vous venez de le sous-entendre. Par rapport à Jérémy, effectivement, nous avons bénéficié de ce cadre. On ne l'a pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être la fille de mon père. On ne choisit pas où on est. On ne choisit ni son père, ni sa mère, ni sa famille. Exactement. Donc, il n'y a pas de grandes victimes, il n'y a pas de petites victimes. Non, non. Il n'y a que des victimes. Il n'y a que des victimes. Il n'y a que des coupables. Et à un moment donné... Et d'ailleurs, il y en a eu de part et d'autre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Mesdames et messieurs, nous étions donc dans le décryptage, un tant soit peu, de ce livre de Prudence Tchati, Mes sentiments lorsque le pardon devient vital. Et nous, ici, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous disions donc dans la pensée du jour, s'il vous plaît, nous disions dans la pensée du jour, le pardon est une force qui libère. Ça vous délivre quelqu'un, ça vous délivre un chef de famille, ça vous délivre un pasteur, ça vous délivre un politique, ça délivre tout le monde et ça réconcilie les gens. C'est ce message très fort que nous apporte donc Prudence. Et la 4e de couvre pour atterrissage dit quelque chose de très important. Et avant de le dire, nous disons que vous nous avez fait du bien. Merci. En nous restituant, en faisant du reportage sur comment avait été enterré feu le président Pascal Lissouba. Nous n'étions pas là, vous avez évoqué ça, ça nous a fait du bien. Vous nous avez fait du bien aussi en nous disant comment le président Denis Sassou Nguesso était revenu aux affaires. Vous avez revisité notre histoire, ça nous a fait du bien. Le 31 août 2020, dit Prudence Tchati, lorsque je prends part aux obsèques du président Pascal Lissouba à Perpignan, je me rends compte qu'il est temps de renouer avec cette terre natale que j'affectionne tant. Cela devient une priorité. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté le Congo-Brazzaville, frappé par une guerre civile sanglante. Parti en exil avec mes parents dans différents endroits, j'y ai certainement laissé une partie de moi. À travers les sentiments et émotions qui ont marqué le cours de ma vie, je retrace différents événements, tantôt avec humour, tantôt avec dérision. Un voyage dans le temps qui ne laisse pas indifférent. Faites donc ce voyage en ma compagnie et découvrant ce monde qui est le mien, en lisant bien sûr ce livre.
Prudence, mesdames et messieurs, est né à Brazzaville, puis a vécu en Afrique et en Europe. Après avoir étudié dans les domaines diamétralement opposés, scientifiques et juridiques, elle décide d'intégrer l'écriture à son art de vivre. Heureusement pour nous d'ailleurs. Mes sentiments est un premier ouvrage, et nous souhaitons qu'il y en ait encore beaucoup d'autres, dans lequel elle se livre enfin à cœur ouvert. Une autobiographie qui mélange parfois les genres, mais qui définit parfaitement l'artiste qu'elle est. Et nous disons bravo l'artiste, parce que justement, son message concerne tout le monde. Et si jamais nous apprenons à pardonner, nous pourrons rebondir ensemble, comme quelqu'un avait dit d'ailleurs, plus loin ensemble. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.